Bonjour à tous. Alors nous allons vous présenter une étude biomécanique concernant les prothèses discales et nous vous ferons cette présentation à trois. Tanguy parlera de la cinématique, Wafa de l'intérêt de la simulation et je vous parlerai des lois de comportement. Alors, pour commencer, quelques généralités concernant le rachis cervical. Le rachis cervical, au sens mécanique du terme, est une structure polyarticulée permettant une grande mobilité tridimensionnelle de la tête par rapport au rachis cervical. Chacune des unités fonctionnelles du rachis cervical participe à cette mobilité tridimensionnelle. Et il faut souligner que ces unités fonctionnelles ou articulations sont composées de deux types d'éléments, des éléments de type guidage, tels que les facettes, et des éléments de type déformable, tels que les capsules articulaires, le disque, les ligaments. La conception des prothèses discales devra permettre de restaurer la mobilité, mais sans créer de conflit avec les autres éléments de l'articulation. Tanguy va prendre la suite pour vous présenter la cinématique. Alors bien sûr, arthrodèse ou prothèse, certaines indications sont indiscutables. Par exemple, cette indication en traumatologie. Ensuite, le reste de l'exposé fera plutôt un focus sur le fait que chaque niveau cervical devrait être plutôt, d'un point de vue biomécanique, être considéré comme un niveau bien distinct et ne pas considérer le rachis cervical comme une seule entité, mais bien prendre le temps de décomposer chacun des niveaux. Les niveaux les plus souvent opérés sont les niveaux C4, C5, C5, C6 et C6, C7. Si on considère en mononiveau, les causes de myélopathie cervico-arthrosique touchent plutôt C4, C5, C5, C6 et C6, C7. Et enfin, les névralgies cervico-brachiales touchent plutôt les niveaux C5, C6 et C6, C7. Donc j'insiste vraiment sur ces trois niveaux inférieurs que je vais tenter de décrire en termes de mobilité. Donc la fonction du rachis cervical, pour une grande partie, ça reste la mobilité, et cette mobilité peut être étudiée notamment en flexion-extension. Ce qui est très intéressant d'appréhender, c'est le vieillissement naturel, sans arthrodèse ou sans prothèse, de chaque niveau, en les considérant de façon indépendante. On peut constater qu'en flexion-extension, le niveau le plus mobile chez le sujet jeune est le niveau C5, C6. Par la suite, ce sera le niveau C4, C5, et enfin le niveau C3, C4. On voit que de façon naturelle, ces amplitudes de mouvement en flexion-extension ont tendance à diminuer avec l'âge. La fonction, c'est également cette mobilité que l'on peut mesurer en inclinaison latérale. En inclinaison latérale, il est très intéressant de constater que le niveau le plus mobile, c'est le niveau C6, C7. Ensuite, ce sera le niveau C5, C6, puis C4, C5, et enfin C3, C4. Mais lorsque l'on regarde l'évolution naturelle de ce rachis, on peut alors enlever le niveau C6, C7 qui tend très fortement à s'enraidir avec l'âge. On peut donc, si l'on prend l'âge et le niveau, considérer bien sûr l'intérêt fonctionnel que peut avoir une prothèse pour un sujet jeune. Néanmoins, pour un patient de plus de 57 ans, semble-t-il, il est très discutable éventuellement de réaliser une arthrodèse au vu des mobilités qui diminuent fortement avec l'âge. Enfin, nous avons des implants à notre disposition pour essayer de restaurer cette fonction et cette mobilité. Je vous présente ici des prothèses de genoux, mais simplement pour introduire cette notion de prothèse contrainte ou de prothèse non contrainte avec différents degrés de liberté. Donc pour une prothèse de genou très contrainte, nous aurons une prothèse à charnière, puis des prothèses qui sont stabilisées en valgus varus. Enfin, il y a des prothèses antéro ou postéro stabilisées, et les prothèses les moins contraintes à 5 degrés de liberté gardent la présence des ligaments croisés dans la mobilité. On peut faire une analogie sur nos prothèses au niveau cervical. De la même façon, nous n'avons pas de prothèse réellement contrainte en cervical, nous n'avons que des semi-contraintes. Mais on peut quand même avoir cette croissance vers les non-contraintes qui peuvent cette fois-ci aller jusqu'à 6 degrés de liberté en prenant en compte également la compression crânio-caudale en plus des différentes amplitudes de mouvement. On peut alors séparer ces implants en trois groupes. Un premier groupe dit ball and socket, qui seront les prothèses les plus contraintes du marché. Enfin, un deuxième groupe qui est basé également sur un principe de ball and socket, mais avec un plateau qui peut translater, donc avec cette possibilité de translation associée. Et enfin, une troisième catégorie d'implants avec une composante viscoélastique prenant en compte la compression crânio-caudale en plus. Pour un raisonnement
un peu par rapport au centre de rotation, ce schéma explique la position en rouge des centres de rotation anatomiques. Vous avez en vert les centres de rotation en flexion-extension et en bleu les centres de rotation en inclinaison latérale. On peut donc voir que pour les niveaux C5, C6 et C4, C5, les centres de rotation anatomiques et les centres de rotation des implants peuvent être favorables éventuellement à un implant de type ball and socket car sont relativement proches. Pour les niveaux C6, C7 et C3, C4, par contre, il semble très intéressant d'avoir des prothèses soit éventuellement avec une composante de translation et ou ce noyau viscoélastique. Enfin, le multiniveau est beaucoup plus compliqué en termes de raisonnement, car parfois c'est des multiniveaux primaires où on va tout réaliser d'un coup, parfois des multiniveaux secondaires qui ont déjà été opérés et déjà ont eu une arthrodèse ou une prothèse. Il n'y a pas de réponse réellement scientifique à tout cela, mais simplement des essais vers des simulations numériques tentant de pouvoir exposer l'intérêt d'arthrodèse ou prothèse sur ces montages hybrides. Et la littérature semble dire que si nous avons 3 niveaux, il est vraiment intéressant de considérer une prothèse ou 2 prothèses pour restaurer la cinématique du rachis cervical. Alors, pour ce qui est du comportement biomécanique des unités fonctionnelles vertébrales cervicales, ce comportement biomécanique est caractérisé par les courbes de comportement. Et je reviendrai sur cet aspect tout à l'heure. Les courbes de comportement des unités fonctionnelles cervicales ont été étudiées par de nombreux auteurs. Parmi eux, je retiendrai Panjabi, qui a rapporté une étude portant sur chacune des unités fonctionnelles cervicales de 16 rachis cervicaux. Je ne vais pas commenter chacune de ces courbes de comportement, mais je vais détailler le comportement de C4, C5 en torsion, comportement tridimensionnel, rapporté par Panjabi. Si nous appliquons un couple de torsion sur C4, sous l'effet de ce couple de torsion, C4, bien évidemment, va être animé d'un mouvement de rotation axiale. C'est le mouvement principal. L'évolution du déplacement angulaire de C4 en fonction du couple appliqué, c'est la courbe de comportement que vous voyez apparaître sur la gauche, sur le diagramme de gauche. Cette courbe de comportement est caractéristique. Elle rencontre à la fois des phénomènes de guidage et des phénomènes de résistance mécanique créés par les ligaments, les capsules articulaires. Cette courbe est non linéaire, fortement non linéaire, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de proportionnalité entre le couple appliqué et le déplacement angulaire. Une autre caractéristique de cette courbe, c'est la présence d'une zone dans laquelle il y a déplacement angulaire sans aucune sollicitation. Panjabi a appelé cette zone zone neutre. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'au niveau de l'unité fonctionnelle, vous n'avez quasiment aucune rigidité au début du chargement. Et c'est très important, car si l'on conçoit une prothèse avec beaucoup de rigidité, on est plutôt à faire d'accord avec cette disposition. Simultanément, alors, cette zone neutre est non négligeable. Elle peut représenter près de 50% de l'amplitude de mobilité du mouvement principal. De plus, sous l'effet de ce couple de torsion, si nous étions avec un seul degré de liberté, nous aurions uniquement le mouvement de rotation axiale. Mais nous avons en plus un mouvement d'inclinaison latérale de C4, ce qui se traduit par une courbe de comportement liée à ce mouvement d'inclinaison latérale. Et ce mouvement est appelé mouvement couplé au mouvement principal. Vous voyez cette courbe de comportement qui est en jaune a une amplitude de mobilité quasiment identique à celle du mouvement principal. Cette courbe de comportement également présente une zone neutre. À quoi est due cette mobilité couplée? Bien, elle est due à l'orientation des facettes articulaires, ce que je disais tout à l'heure, le guidage. Ce guidage fait que lorsque la vertèbre sous-jacente est animée d'un mouvement de rotation axiale, simultanément, elle est animée d'un mouvement d'inclinaison latérale. C'est du 3D. Alors, une des premières validations qui peut être mise en place pour valider la conception de la prothèse de disque, c'est de comparer le comportement du rachis intact avec le comportement du rachis muni de prothèse au niveau des différentes unités fonctionnelles. Et cela pour différentes sollicitations. Sollicitation en flexion, en inflexion latérale, à gauche. Sollicitation, alors c'est du 3D. En flexion-extension, au centre, c'est du 2D. Et sollicitation en torsion, c'est du 3D. Donc nous allons comparer le comportement des unités fonctionnelles pour ces 3 types de sollicitations. Je ne vais pas vous présenter tous les résultats obtenus qui permettent de comparer ces différentes situations.
Simplement, à titre d'exemple, il est possible, par exemple, de comparer l'étendue de la zone neutre pour différentes sollicitations, ici en torsion, et pour les différents étages. C4, C5, C5, C6 et C6, C7. Le pavé rouge, c'est le comportement de l'unité fonctionnelle lorsque le rachet est intact. Le jaune, c'est le comportement de l'unité fonctionnelle lorsque le rachet milite prothèse. Autre type de comparaison des courbes de comportement. Ici, courbe de comportement de C5, C6, sollicité par un couple de torsion. Et on va examiner l'écart entre la courbe de comportement qui est en rouge, qui représente l'unité fonctionnelle dans le rachis intact, et ce qui est en jaune, qui représente le comportement de l'unité fonctionnelle lorsque le rachet milite prothèse. Il faut noter que les seuls sécours ne peuvent être obtenus uniquement à partir des expérimentations in vitro. Mais il faut être prudent car les études in vitro ne sont qu'un reflet imparfait de la réalité. Alors heureusement, il nous reste encore la simulation numérique pour aider à la conception des prothèses. Alors c'est parti. Alors, la simulation numérique, c'est l'avenir. On parle de modèles en éléments finis, on parle de maquettes virtuelles, et aujourd'hui, on utilise beaucoup le terme de jumeau numérique. Qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique de la colonne vertébrale? C'est une maquette virtuelle dans laquelle on a introduit la géométrie, mais également les propriétés mécaniques de tous les composants de cette colonne vertébrale, ce qui va permettre de répliquer ces essais in vitro autant de fois qu'on le veut, et on aura virtuellement la courbe de comportement dont a parlé M. Lavas, mais également on aura accès aux contraintes mécaniques dans les tissus et dans l'implant, donc on peut analyser les risques de défaillance ou de dégradation de l'environnement. Ces maquettes sont extrêmement précieuses, pour autant qu'on ait fait une validation extrêmement rigoureuse en confrontant le comportement numérique au comportement expérimental. Et aujourd'hui, on passe de l'outil de recherche à l'outil qui peut être utilisable pour la conception d'un plan. Regardez, par exemple, avant même d'avoir construit des prototypes, on peut analyser différentes options de design. Et je vous demande, dans l'animation qui va venir, de regarder ce qui se passe au niveau des facettes articulaires avec ce design-là. Et vous voyez ce qui se passe. Et là, on a changé simplement le sens de la courbure et, toujours au niveau des facettes, le comportement est complètement différent. Donc, ces outils, ce sont des aides à la conception qui aident à réfléchir les choix de conception. Bien entendu, le défi pour la clinique, c'est d'aller vers le jumeau numérique personnalisé. Aujourd'hui, à partir de radio biplane ou d'autres modalités d'imagerie, on sait reconstruire en 3D la colonne vertébrale et éventuellement l'enveloppe externe. Et donc, on peut personnaliser la géométrie du modèle de manière à simuler la pose de l'implant, non plus sur un individu moyen, qui est un peu une vue de l'esprit quand même, mais bien sur l'individu qui nous intéresse. Et ça, cela permet de progresser parce qu'il y a des géométries qui sont plus ou moins favorables pour un choix stratégique donné. C'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Les charges mécaniques vont nous aider à définir dans quelles conditions est-ce que l'implant travaille. Et aujourd'hui, on a développé des techniques de barycentrométrie. À partir de l'enveloppe externe et de modèles de densité, on peut quantifier les forces gravitationnelles qu'ils exercent, liées au poids de la tête, principalement. Ça pèse 5 kilos, cette affaire. Et cette charge va avoir un bras de levier par rapport au centre de la vertèbre, et du fait de l'inclinaison du plateau qui nous intéresse, eh bien, cette charge gravitationnelle va se décomposer en une composante de cisaillement, une composante de compression, et liée au bras de levier, nous aurons un moment de flexion. Et c'est très variable d'un individu à l'autre. On a analysé une cohorte en fonction de l'âge, et vous voyez qu'avec le vieillissement, eh bien, l'inclinaison, le dos se voûte, et cette inclinaison
augmente, ce qui entraîne une augmentation de ce cisaillement postéro-antérieur, mais c'est très variable d'un individu à l'autre. Donc, on ne peut pas raisonner simplement avec un facteur âge. Il faut une analyse individualisée. Et puis là, ce sont les charges gravitationnelles. Mais ce qui va énormément compter aussi, c'est le tonus musculaire, la capacité des muscles à protéger la colonne. Et là, on va, c'est encore en recherche, mais on va vers des modèles de commande musculaire pour, en fonction de l'architecture et de la qualité des muscles, quantifier dans quelle mesure est-ce que ces muscles vont réduire les charges mécaniques qui s'exercent sur l'implant. On avance à grande vitesse vers des modèles musculo-squelettiques personnalisés et les perspectives, c'est la simulation numérique pour la définition de la stratégie la mieux adaptée à un patient donné en fonction de ses spécificités. Cela demande que tous ces éléments nécessaires à la construction du modèle puissent être obtenus à partir de données que vous utilisez en routine clinique. Il me reste à vous remercier de votre attention.